Et donc on peut avancer. Quelle est ta 4e stat du jour à nous proposer pour ces Boston Celtics 2024? 8,1%, c'est le shooting foul percentage de Derrick White. Et donc c'est pas terrible. C'est plutôt mauvais. Et en fait, si j'ai sorti cette stat, parce que pour moi, c'est une des seules stats négatives de Derrick White, car c'est mon joueur préféré à l'heure actuelle. Et on en a déjà parlé, et je pense que c'est un des joueurs les plus pluggables dans n'importe quelle équipe de NBA. Depuis qu'il est arrivé à Boston, c'est un élément, je pense que c'est le deuxième élément le plus important et d'assez loin. Quand il est sur le terrain, il se passe toujours des choses bien. Historiquement, son point faible entre guillemets, c'était son scoring et son inefficacité au scoring, et notamment à 3 points. Cette année, il met 15 points par match, 105 de true shooting plus, donc il est efficace, voire même très efficace. Et sur les 2 dernières saisons qui passent à Boston, donc les 2 saisons pleines, il était arrivé en cours de saison il y a 2 ans et demi du coup, on est sur 38,9% de réussite à 3 points sur 886 tentatives. Et on est à 42% catch and shoot et 35,2 en pull-up. Donc on est sur un shooter excellent. Je dirais pas d'élite, mais excellent. C'est un des joueurs qui a un ratio de playmaking à 1,05, donc c'est plutôt un de nos joueurs orientés passing, et surtout c'est un de ceux qui fait vivre la balle, quoi, comme on disait tout à l'heure, qui connecte, et surtout moi ce qui me rend fan de lui, c'est que j'ai l'impression que tous les soirs il peut prendre un autre rôle, et qu'à minima il sera bien bon, c'est le minimum. On a l'impression que son plancher tous les soirs, s'il y a un absent, il va prendre un petit peu plus de responsabilité, ça sera toujours ok, voire même excellent. Il peut même se transformer en sauveur si au besoin. Et j'ai même pas encore parlé de sa défense. On pourra y venir, je te laisse la parole si tu veux, mais je suis complètement fan de ce joueur, et je pense que je suis pas le seul. Non, vas-y, je t'en prie, enchaîne sur la défense aussi. La défense, ça fait partie des meilleurs défenseurs à son poste, tout simplement. Navigation des écrans élite, sur la balle, c'est moins élite que d'autres, mais c'est quand même quelqu'un qui va tout le temps se battre, tout le temps donner énormément d'énergie, et une protection du panier secondaire assez exceptionnel. Il a un nombre de contres, même sur des pivots, qui est assez folle. Il a un timing au contre qui est vraiment génial. On parlait tout à l'heure de la réussite adverse en transition. Il fait partie des éléments qui font que aussi quand ça part en transition, Derrick White est souvent le premier à aller le défendre, et l'action est loin d'être terminée. Donc vraiment, pour moi, un des meilleurs role-players de la ligue, si c'est pas le meilleur role-player, et peut-être que role-player est presque une insulte par rapport à ce qu'il produit. Oui, c'est-à-dire qu'un role-player par appellation de role-player, c'est un mec qui n'est pas une grosse création, quoi. Voilà. En création en grand volume. Mais tu peux être role-player et être top 40 NBA, en fait, voire même top 20. Mais laissons Draymond Green là où il est. Mais non, mais c'est vrai que c'est un des points défensifs qui est assez impressionnant, c'est sa protection de panier. Et en fait, ses mains. Parce que, tu vois, comparé à Marcus Smart, paradoxalement, Marcus Smart n'a jamais eu des chiffres de block percentage ou de bloc par match hyper élevés, comparé donc à Derrick White, qui a des chiffres extraordinaires par rapport à son poste, qui est quasiment le meilleur de NBA, en fait, depuis toujours, d'ailleurs, depuis même l'époque des Spurs, il y a 5-6 ans. Mais alors, paradoxalement, donc les chiffres sont plutôt en faveur de Derrick White, mais je trouve que Marcus Smart aller quand même au-delà, et c'était un vrai dépassement de fonction, je trouve, dans cet aspect de apporter une vraie protection de panier, mais de haut niveau relatif à son poste d'arrière. Un côté réactivité, un côté en plus grand, plus long, plus costaud aussi. Donc quand tu avais une rotation en deuxième rideau de Marcus Smart qui saute, qui fait le pivot, vraiment en verticalité, qui saute, et c'était extraordinaire cet apport de Marcus Smart. Je trouve que White n'a pas ça, c'est un style un peu différent, mais c'est des mains d'une réactivité fantastique, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est moins le côté... il vise bien, parce que je suis sûr qu'il fait pas de faute en plus. Ouais. C'est ça, ouais. Mais c'est moins le côté, je jaillis depuis le côté faible, je fais la verticalité et je viens absorber le choc du lay-up comme un vrai pivot, et comme faisait Marcus Smart. C'est moins ça que un côté où, déjà, explosivité, et puis il a un jump où le mec, en fait, quand il est face au ballon, face au mec qui drive, je trouve que c'est difficile de faire un lay-up autour de lui, très, très clairement, parce que non seulement il a de la réactivité, mais en plus des qualités de vivacité, qualité athlétique, vivacité, explosivité, où il saute très haut, il vise très bien, comme tu l'as dit, avec ses mains, et donc c'est un playmaker au panier. Enfin, je sais pas si c'est un terme, d'ailleurs, on peut inventer ça sur le moment. C'est un playmaker au panier, plus qu'un protecteur de panier à la Marcus Smart, qui vraiment remplissait un rôle de pivot, presque parfois. Je caricature beaucoup, mais c'est un peu l'idée.
Et sauf que White a ça, plus la navigation d'écran, comme tu as dit, où c'était un des meilleurs de NBA, une certaine polyvalence, même si il peut pas monter trop en termes de spectre défensif, il va pas défendre des gros 3 ou 4, quoi. Mais non, mais on a un des meilleurs défenseurs de NBA, mais à la limite, ça, j'ai envie de te dire, on le savait déjà. Par contre, c'est vrai que moi, ce qui m'étonne, c'est la prise de pouvoir offensive, entre guillemets. Et tu sais, on avait fait un podcast avec Titouan l'an dernier, je crois que c'était mai ou juin 2023, que vous pouvez aller écouter si vous voulez. On faisait le point sur son parcours. Alors, le parcours depuis toujours, un parcours atypique, fac de deuxième division NCAA, etc. Mais il y avait un côté où on ne croyait pas tant que ça à une explosion offensive encore plus grande que déjà l'an passé. Et pourtant il l'a fait. Pourtant, il l'a fait. Et pour moi, le point principal, c'est pas tant le passing. On le savait déjà l'an dernier, où il y a 2 ans, on voyait des séquences de manipulation de défense au passing qui étaient très bonnes. Moi, c'est le shoot qui m'étonne. C'est-à-dire qu'on a vraiment la vraie confirmation que, bah ouais, cette année, 39% sur quoi, 6 ou 7 par match, je crois, avec du pull-up, comme tu l'as détaillé. Bah ouais, en fait, on a un vrai shooter d'élite. Alors que quand il est arrivé, c'était plutôt le profil pas de shoot, mais défenseur connecteur, quoi. Alors que là, en fait, non, on a un vrai titulaire NBA, quoi. Et puis que tu peux faire jouer beaucoup en play-off sur parce que vu qu'il a débloqué ce shoot et que là maintenant je pense qu'il y a assez de recul, il y a 2 ans, quoi. Il y a 2 ans, il y a 2 grosses campagnes de play-off. On sait que ça, enfin moi j'ai pas peur quand il prend un 3 points, je sais que, enfin on est ok avec ça. Ça dégaine très vite. Je sais pas si ça s'est accéléré depuis qu'il arrive à Boston. Je trouve que ça dégaine une rapidité assez folle et en confiance. Donc ouais, c'est vraiment. Je pense que ça a débloqué beaucoup de choses pour nous et bah pour lui surtout. Mais enfin du coup dans le spacing de Boston c'est super important. Et du coup ça lui permet de prendre tous les rôles. Il peut avoir la balle en main, il peut être loin du ballon. Il bouge énormément. Ça bouge énormément. Derrick White en attaque, c'est rarement statique. Vraiment un bonheur. Ouais. Et puis, bon, pour enfoncer le clou sur la relation jump shot et indicateur des lancers francs, regardez les lancers francs toujours parce que c'est des qualités qui sont corrélées. Shooter un jump shot et shooter un lancer franc. Donc, c'est toujours un très bon indicateur à quel point tu shootes le lancer franc pour le futur développement du jump shot ou pas. Bref, déjà, même aux Spurs où il avait très peu de shoot en termes d'efficacité ou en termes de volume, même, en fait, ça fait plus de 5 ans qu'il est à 85% lancers francs. Voilà. Là, depuis 2 ans, c'est monté même à 90. Donc, voilà, le toucher de balle était là. J'ai l'impression que la structuration du jump shot s'est fait petit à petit. Maintenant, il y a le volume, il y a tout, quoi. Maintenant, on a un vrai. Vas-y. Ouais, mais on arrive peut-être aussi dans l'âge. On parle souvent que le shoot il vient, et là, on est à quoi, 28, 29, 30 ans. On est bien. C'est ça. Ouais, exactement. Et on est bien sur 4 ans encore, parce qu'il vient de re-signer, donc. Et puis, alors, moi, ça me fait penser enfin, c'est un peu lié. Je trouve que sa prise de fonction offensive, on va dire, elle est un peu liée à autre chose, qui est un de mes chiffres aussi que j'avais noté. Moi, c'était 18. C'était l'usage de Jrue Holiday. Et pourquoi je voulais le noter? Parce que, justement, des deux, c'est plutôt Derrick White qui a été responsabilisé en attaque, alors que, pour rebasculer sur Jrue Holiday, 18% d'usage, c'est assez peu. Et pour dire à quel point c'est assez peu, en 2023, il était à 28% d'usage, donc de volume de responsabilité, l'usage. Et donc de 18 à 28, c'est une chute qui est quand même assez phénoménale. Voilà, grosso modo, 28-30%, ça commence à être des gros volumes de stars. 18, on est plutôt le vrai role player, quoi, le vrai role player offensif, on va dire, du coup. Donc, Jrue Holiday est devenu ça. Et puis même, de surcroît, autre stat encore pire, qui va encore plus loin, qui est encore plus marquante dans cette évolution, le pourcentage de paniers assistés, où il passe de 30%, à peine 30% de ses paniers à Milwaukee l'an dernier étaient assistés, donc survenaient sur une passe décisive, donc 70%, le reste de son répertoire était créé par lui-même. Donc de 30% d'assistés, c'est monté à quasiment 60 cette année. Donc là, c'est même pas qu'une question de volume, c'est pas qu'il prend moins de tirs, c'est même la nature de ses tirs a totalement changé aussi. Et pour essayer de modéliser, pour illustrer, parce qu'on connaît pas ces chiffres, mais 30% par exemple, on a des Lillard, on a des Brunson, on a des De'Aaron Fox, autour de 30% de paniers assistés, alors que 60% comme il est actuellement, on est plutôt autour de pivots à la Bam Adebayo, Jaren Jackson, Siakam aussi, Jeremy Grant. Voilà, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus assisté. Et donc voilà, comme dit, c'est pas qu'une question de volume, même s'il y a le volume, mais c'est volume et même la nature des tirs qui est différente. Et je pense que peut-être que des fans qui n'ont pas vu Boston toute l'année s'en sont pas forcément rendus compte, ou alors sont restés sur l'image du Jrue Holiday, meneur titulaire d'une équipe championne, etc., etc. Mais en fait, on a vraiment vécu une vraie transformation de Holiday qui est devenu en fait à plein temps
un role player de connecteur en fait, hein, vraiment pas créateur, mais le mec qui va fluidifier le jeu en se baladant avec son jeu offensif de je me mets derrière l'aide, je viens me balader au centre de la zone défensive, je fais des cuts dans le dos, etc. On a vraiment une métamorphose assez bluffante d'une année à l'autre en fait. Ça me fait bien plaisir que tu aies cité tous ces chiffres. Je les avais sur Jrue Holiday, mais pas dans une stat. Mais je pense que Jrue Holiday et Derrick White, on peut pas trop les séparer. Donc moi, clairement, pour moi, tu nous disais, mais Jrue Holiday, il a juste changé de métier. Il fait le même sport, mais il a changé de métier. C'est ça, ouais. Et il l'a merveilleusement fait. J'ai l'impression qu'il a embrassé ce nouveau rôle, mais pleinement et avec aucun souci. Par contre, il a un shooting percentage de 4,1%, c'est son plus bas en carrière. C'est normal. Donc il s'est très peu rapproché du panier. Par contre, il a eu une explosion à 3 points, il est à 60% dans les corners et il est à plus de 40% à 3 points cette année, donc vraiment. Et moi, ce qui m'a un peu choqué en regardant toutes ces stats, c'est qu'au final, Jrue Holiday et Derrick White, on a l'impression que c'est pas le même joueur, mais qui sont vraiment pile le même rôle en fait. Les chiffres sont très très proches l'un de l'autre, avec un peu plus de responsabilité pour Derrick White, mais au final ils sont très très proches. Il y a vraiment ce côté, les deux arrières titulaires qui sont des forts défenseurs, des gros fluidificateurs connecteurs, finisseurs d'action plutôt que créateurs pour eux-mêmes quand même. Voilà. Enfin, je les ai trouvés quasiment, et puis du coup ça veut dire que t'en as tout le temps un sur le terrain en fait. Il y a ce côté, oui. Il y a ce côté-là aussi, c'est en fait t'as toujours un de ces deux gars sur le terrain, un de tes deux ailiers aussi théoriquement, ce qui permet une continuité de performance de l'équipe. Vu que tu fais rentrer à chaque fois un joueur spécialiste, notamment du shoot généralement avec Sam Hauser ou éventuellement Pritchard, ça permet une continuité et de performance, et que ça soit l'un ou l'autre. Je trouve qu'en plus ils ont ce côté. Alors Jrue Holiday perd un peu plus la balle, a un peu plus de mauvais choix, mais je les trouve extrêmement propres tous les deux, quand même. Oui, non mais clairement. Autre domaine d'ailleurs, j'ai pas pensé à les noter, mais je suis allé les checker vite fait. En termes de touche de balle aussi, on voit l'évolution. Jrue Holiday qui est touché la balle en moyenne 73 fois l'an passé en tant que meneur titulaire des Bucks. Là, c'est tombé à 53. Voilà. Et surtout en fait c'est le temps de possession quand il a la balle entre les mains qui a beaucoup évolué. Il est passé de en moyenne 5 secondes, il garde la balle 5 secondes, il gardait la balle en moyenne 5 secondes quand il avait la balle entre les mains l'an dernier, ce qui est un score assez élevé de meneur titulaire, hein, qui a beaucoup la balle entre les mains. Et cette année c'est tombé à 3,5 secondes. Bon, comme dit, c'est des chiffres qu'on n'a pas l'habitude de manipuler, mais c'est une vraie chute dans le classement. Ce sont des faites-moi confiance. En termes d'échelle, c'est des chutes assez astronomiques. Et voilà. Et je pense que aussi une des raisons pour laquelle on a ça, ce côté Derrick White qui en fait un peu plus, même si je te rejoins que c'est un peu le même joueur au final, c'est que White est plus jeune déjà. Je le trouve un peu meilleur en termes de manipulation de défense sur le passing, et je pense que là-dessus White est un peu sous-estimé, là où Jrue Holiday a toujours été un peu le passeur académique en fait, mais pas créatif, pas manipulateur, alors que Derrick White il a un vrai truc assez bon là-dedans, je trouve, hein, personnellement. Et puis surtout l'âge, j'ai déjà dit l'âge, oui sans doute peut-être, ouais, mais mais le Jrue Holiday est aussi, je pense, un des meilleurs. Enfin, je pense que c'est le meilleur de NBA pour tout ce qui est, en fait, le mouvement off-ball, aller se mettre dans le dos de la défense et faire le connecteur, en fait. Clairement, c'est là qu'il est le meilleur, à mon sens. C'est pas juste, je reste dans le périmètre et puis je reçois la balle, je fais une extra passe. C'est ce côté jeu sans ballon, instinct pour le jeu, de toujours s'infiltrer dans le dos de la défense, dans le dos de l'aide, derrière le mec qui surcharge le terrain, dans le dos du stunt, etc. Il a un truc assez dingue là-dessus, et bref, on a assez détaillé, mais on a une vraie évolution, et c'est peut-être aussi pour ça, tu sais, que beaucoup de fans, Azad, hein, le premier, mais moi j'étais un peu là-dessus aussi, où j'avoue que moi j'étais pas très fan du joueur de la version de Milwaukee, de la version depuis toujours, parce qu'il a jamais été très efficace, Jrue Holiday, à Milwaukee aussi notamment, hein, donc, mais notamment avec ce côté, le jeu offensif de Jrue Holiday, c'est quand même pas trop de drive, en tout cas pas hyper efficace, pas beaucoup de provocation de faute, et un régime de tir qui est très pull-up, et pull-up à des longs deux, quand même pas des 3 points, donc j'étais pas fan. Et je peux comprendre, et j'avais émis les mêmes réticences que Azad en début de saison, de dire le fit offensif de ce joueur-là, il serait pas forcément idéal. Sauf que au final, en fait, on n'a pas eu ce joueur-là. On a eu un joueur nouveau qui s'est adapté et qui est devenu role player, en fait, hein, qui a abandonné son statut de meneur All-Star, grosso modo, qui jouait comme ça. En fait, on a eu un role player, quoi. Et en fait, le role player parfait pour cet effectif qui avait déjà assez de création.
quand tu dis que c'est un des meilleurs pour se mettre dans le dos de la défense, pour bouger sans ballon, je pense que ça a été capital et je pense que c'est un des éléments importants en play-off. Où souvent le jeu il se ralentit un petit peu, on est une équipe qui fait beaucoup d'isolation et d'avoir quelqu'un qui vient proposer une solution facile à lire en plus et tout, à des Brown, à des Tatum, mais ça change beaucoup de choses. Et je pense que là pour le coup, par rapport à ce qu'a amené un Smart, je trouve que ça a été très valuable en playoff notamment. Ce qu'a fait Jrue Holiday finalement en faisant entre guillemets pas grand chose au niveau des chiffres, mais tout son mouvement sans ballon et tout, c'est quelque chose que Smart maîtrisait je pense beaucoup moins, plus le spacing qu'il apporte par rapport à Smart, ça fait une grosse différence pour des joueurs qu'on n'était pas convaincus que ça soit bien différent finalement. Et puis on parlait avec l'âge, le shoot vient de plus en plus parce que le shoot c'est de la mémoire gestuelle et donc voilà, ça évolue avec la carrière. Lui, on est totalement là-dedans. Là, depuis 3-4 ans, le 3 points s'est installé à des hauteurs qui étaient bien plus hautes qu'on on a pu le connaître avant. Et en fait, là où j'aime beaucoup son adaptation cette année, c'est que en fait, il a plus de ticket shoot, mais il a toujours, il a les mêmes restes de création. Donc c'est-à-dire que il va pas avoir un système pour lui parce qu'il y a déjà Tatum, il y a déjà Brown, il y a déjà Porzingis, il y a beaucoup de monde. Donc il a pas ces entre guillemets ticket shoot comme on dit à l'ancienne. Mais par contre, tu vois, il a aussi un profil où ça reste un ancien meneur All-Star qui est pas si loin que ça de l'époque où il avait beaucoup de responsabilités justement et qui a un profil physique aussi assez différent. Et donc j'ai souvenir de pas mal de matchs et même en playoff, je crois que c'est contre les Pacers on va pas forcément attaquer avec Derek White, mais tiens, aujourd'hui t'es 4 fois plus puissant que Nembhard ou que Haliburton, vas-y, tu fais un drive, tu lui rentres dedans et tu vas au panier, ou alors tu as un post-up, tu fais un post-up et t'attaques comme ça. Donc c'est pas, il y a en termes de nombre de fois on lui donne la balle, on dit vas-y, c'est ta possession, ça il l'a plus. Par contre il y a toujours cette option de en fait je peux faire un post-up, je peux faire un drive parce que voilà, je sais le faire, je le faisais encore l'an dernier quoi. C'est exactement ça. C'est vraiment juste, on me donne moins de munitions, mais par contre, je vais les maximiser toutes. Et vu qu'on me demande moins, je vais le faire mieux. Donc c'est vraiment. Ouais. Après, est-ce que tous les joueurs en sont capables de changer de rôle comme ça et tout? Je pense que le fait que ça soit un mec intelligent à la base et un joueur plutôt avec un Q basket assez important, ça facilite grandement ça quand même. Puis vieux aussi. Non, il y a une histoire d'âge, complètement. Après, je pense que c'est les deux. Hein. Il faut aussi une certaine mentalité, mais il faut aussi l'âge. Peut-être, tu vois, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu parachutes, non, je vais dire une bêtise, j'allais dire Anthony Edwards, ou n'importe qui, un peu dans son prime là-dedans, tu dis, vas-y, abandonne tes 30% d'usage et prends-en 18. Je suis pas sûr que les mecs y veuillent, quoi. Surtout que pour un arrière de 34 ans, je me demande si c'est pas salvateur, en fait, justement, parce que c'est dur physiquement, quoi. J'imagine que c'est dur physiquement et d'avoir une transformation du rôle comme ça et d'arriver à la maximiser, c'est vraiment génial. Mais tu vois, Brogdon, par exemple, qui était un peu plus jeune et qui a encore plus de velléité pour sa carrière et en termes de statut, il l'avait pas fait, cette métamorphose. Il jouait comme avant, c'est juste qu'il jouait sur un temps de jeu un peu plus réduit qu'à Indiana, mais il faisait le même métier, quoi. Alors que Holiday a vraiment changé de métier. Il avait un gros usage, ouais. Ouais, exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que lui, il avait pris la seconde unité à son compte, entre guillemets, mais c'était vraiment le jeu à son compte beaucoup plus. Je sais pas, après, est-ce qu'il a le même recul, il était peut-être un peu plus jeune aussi et tout, effectivement. Peut-être des contrats à aller chercher. Il y a toujours cette histoire-là aussi, avec cette histoire de contrat. Je pense qu'en NBA, j'ai toujours conscience de ça, savoir qui a son contrat à aller chercher et tout. Oui, effectivement. Et puis, oui, quand même, on peut pas conclure sans Holiday sans ça. Le rôle défensif aussi. Je pense que, enfin, c'est pas je pense, je trouve que Mazzulla a été bien meilleur cette année en termes de créativité tactique. Alors, il y a lui, il y a le fait qu'il a un coaching staff pour lui que lui a choisi, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. Oui. Je crois que vous en avez parlé sur le trèfle, je crois que c'est Azad qui nous en avait parlé ici aussi dans le bilan des finales ou des trucs comme ça. Donc, globalement, la saison de Mazzulla, qu'on a d'ailleurs pas trop discuté pour l'instant, mais est bien meilleure cette année. Mais je trouve que, notamment, une évolution notable par rapport à l'an dernier, c'est la créativité tactique. Et à mon avis, il y a le fait que peut-être lui a fait plus de trucs et c'est son coaching staff, etc. Mais je pense aussi que la présence de Jrue Holiday a beaucoup aidé et on pouvait pas faire le bilan de la saison de Holiday sans en parler. Mais là aussi, c'est plus du tout juste le meneur du point d'attaque en fait, où il a été beaucoup ça à Milwaukee. Et là, je trouve que Mazzulla l'a complètement déployé dans des rôles qui ont été très très différents, que ce soit sur une question de match-up direct, du genre vas-y, va défendre un tel qui est plus grand directement, ou alors va sur Joel Embiid, comme ça on met Porzingis en roamer, en safety et loin du ballon qui va protéger le panier. Il y a ça, et puis aussi il y a des trucs du genre vas-y, on fait une zone. Et toi, t'es au milieu de la zone, tu contrôles tout. C'est quoi? C'est contre les Pacers, non, qui font ça en play-in ou un truc comme ça?
Au début de saison, pour moi, tout c'est beaucoup de créativité. Pour moi, dans mes souvenirs, c'est beaucoup de début de saison. Je sais pas si on a eu moins après. Si, ouais. Effectivement, au début de saison, on voyait mes Holiday faire tout entre guillemets, enfin dans plein de rôles, et c'était rarement mauvais. D'ailleurs, c'était rarement des échecs. Et c'est vrai que de ce point de vue, il a été assez formidable. Ouais. Et le fun fact qui vient à rajouter là-dessus, mais c'est que au-delà de ça, au-delà de l'outil créatif et hyper polyvalent qu'il a pu offrir à Mazzulla défensivement, ce qui est marrant, c'est qu'en plus Mazzulla l'a utilisé dans sa fameuse zone, donc Holiday au milieu de la zone défensive, dans laquelle lui-même, Joe Mazzulla, avait été utilisé en 2010 sur le fameux match contre Kentucky de John Wall et Marcus Cousins, et Joe Mazzulla, lui aussi en arrière à l'époque, qui était utilisé au milieu de la zone en tant que pivot au milieu de la zone contre des Marcus Cousins. Bref, petit fun fact historico-tactique à partager dans vos dîners en soirée. Et alors du coup, il était dans quelle fac, Joe Mazzulla? Je l'ai pas là. C'était West Virginia à l'époque. West Virginia, ok. West Virginia, oui. Oui, tu sais qu'ils produisent pas mal de bons défenseurs, hein, West Virginia. Entre lui, Javon Carter, Miles McBride, bref. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.